Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette capsule, je vais discuter des ratios en CHSLD et les nouveaux modèles de soins. En fait, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me parlent des ratios et on me contacte pour me poser des questions, pour justifier certaines décisions ou certaines propositions. Et également, parfois, on me contacte pour me dire Philippe, pourquoi que tu as fait imposer tes ratios dans les CHSLD? Alors, je veux vous rassurer, moi, c'est pas moi qui ai imposé les ratios dans les CHSLD. Loin de ça, en fait, c'est tout simplement en 2016 que c'est le ministère qui a donné des lignes directrices précises sur la dotation en CHSLD. C'est là que les ratios ont été comme ressuscités à ce moment-là et j'en ai entendu beaucoup parler. Et certaines personnes pensaient que j'avais travaillé fort pour faire imposer ces ratios-là. Pas du tout. Il faut quand même se rappeler pourquoi, par contre, le ministère avait fait cette initiative-là. C'est parce qu'il y avait des ratios qui étaient inadéquats dans un certain nombre de CHSLD. Donc, les ratios qui sont appelés les ratios voyés, là, il appelait l'échelle voyée, comme vous avez vu, en fait, ça a été créé en 2004 dans différents projets que je travaillais et c'était des balises. Hein? C'est vraiment des balises parce que si vous regardez, par exemple, juste pour la profession infirmière, puis dans les ratios originaux, là, on parle juste de l'infirmière chef d'équipe, on ne parlait pas de l'ASI. Dans le calcul, on parle d'une infirmière pour 25 à 32 usagers. Donc 25 à 32, là, c'est quand même une grande différence parce qu'on laissait le plus de latitude possible aux gestionnaires de prendre des décisions en lien avec la clientèle qui se retrouvait dans les différentes unités. Donc, il faut savoir aussi que les balises, on les a mis à l'époque où on parlait de 60-40. À ce moment-là, lorsqu'on examinait des changements organisationnels unité par unité, bien 60-40, c'est pas toujours convivial dans le travail terrain. Donc, ce qu'on préférait faire, c'est de travailler avec des balises de ratio pour justement nous aider à prendre des décisions. Mais c'était l'unique objectif du travail qui découlait de ces ratios-là. L'objectif, c'était de nous éclairer pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc, quand le ministère a décidé d'imposer l'échelle voyée, comme il l'appelle, c'est parce qu'on parlait dans les médias de certains endroits où on se retrouvait avec une infirmière pour 175 résidents de jour. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus loin que le 1 pour 25 à 32. On est rendu avec beaucoup trop de résidents à charge. Et à ce moment-là, les données scientifiques, données probantes, je vous invite à aller voir mes autres vidéos par rapport au ratio, sont très claires sur le fait que là, ça vient compromettre la sécurité, la qualité des soins, etc. au niveau des résidents. Donc, dans cette perspective-là, de dire, ben, il faut donner une certaine limite, une balise, un rempart pour éviter des dérapages, je pense que ça, c'est justifié en tant que tel. Par contre, aujourd'hui, ce que je veux ajouter, en fait, c'est l'importance de garder ça comme des balises ou une certaine latitude pour que les gestionnaires puissent prendre des décisions et aussi pour permettre, je dirais, ici au Québec, d'innover dans les modèles d'accompagnement de la clientèle. Parce que, dans le fond, si on regarde, il y a des nouveaux modèles de soins. Particulièrement, moi, je m'intéresse à la clientèle qui ont des troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer et un modèle très intéressant aux États-Unis qu'on appelle les Greenhouse Project, qui est en fait un accompagnement très résidentiel dans lequel finalement les ratios ne fonctionnent pas vraiment parce que c'est plutôt des soins à domicile qui vont accompagner des préposés qui sont dans une maison avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, sont de 6 à 10 par maison, sont dans des quartiers résidentiels et ils se rendent là jusqu'à la fin de la vie. Et il y a des études scientifiques qui appuient ces modèles-là sur le plan de la qualité de vie, de la satisfaction des familles, etc. Donc, vous comprenez que ça prend une certaine souplesse dans les ratios pour nous permettre de faire les choses différemment puis d'innover. L'autre élément, une tendance très forte, c'est les villages Alzheimer. Il y a celui des Pays-Bas qu'on connaît depuis plusieurs années qui existe, mais probablement que vous le savez, la France ouvre son village Alzheimer. Au Canada, la Colombie-Britannique ouvre son village Alzheimer. Il y a des modèles aussi en Ontario. Les États-Unis, à New York, ouvrent leur premier village Alzheimer. En Australie, ils ouvrent leur premier village Alzheimer.
parce que là encore, on constate qu'il y a des effets positifs sur la clientèle Alzheimer de vivre dans ce type de village-là. Mais évidemment, la dotation, elle est complètement différente. On n'est pas avec des ratios de la même manière. Les gens vont donner des soins à domicile encore là à la clientèle. Les gens se rendent jusqu'à la fin de vie, mais c'est complètement un autre type d'accompagnement. On trouve aussi des fermes Alzheimer maintenant avec une cinquantaine, une soixantaine de résidents qui arrivent là à un stade plus léger de la maladie, mais qui finissent leur jour à cet endroit-là aussi et sont encore une fois sous un modèle de soutien à domicile. Donc, c'est vraiment que c'est très difficile pour un proche aidant d'accompagner une personne qui a Alzheimer parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, il peut avoir des difficultés à dormir. Fait que c'est pour ça que ces modèles-là viennent aider beaucoup les proches aidants parce qu'ils peuvent visiter, ils peuvent être très présents, c'est très inclusif, mais au moins, bien, ils peuvent dormir le soir, ils retournent chez eux et ainsi de suite. L'autre élément, ici, vous voyez, ça c'est en Norvège. J'ai été visiter là, toute l'utilisation des technologies qu'ils font à cet endroit-là. Et ils utilisent beaucoup de caméras de surveillance la nuit pour éviter de faire des tournées visuelles, laisser les résidentes et résidents dormir. Et c'est avec des détecteurs acoustiques et des détecteurs par caméra de mouvement qui vont faire en sorte qu'ils vont aller dans la chambre. Donc, il n'y a pas des ratios par étage. Eux, comment ils vont fonctionner? C'est une équipe, par exemple, de 4 à 5 membres du personnel. Et ils vont se déplacer tout le temps là où le besoin, selon finalement les éveils nocturnes des résidents. Donc, si quelqu'un dort bien toute une nuit, bien finalement, ils n'auront pas besoin d'aller ouvrir la porte ou autre pour le déranger puis risquer de le réveiller. Parce qu'il faut comprendre que la clientèle âgée, d'abord, a déjà un sommeil fragmenté, très fragile. Si on ajoute à ça la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif majeur, c'est très facile d'y réveiller. Donc, les technologies sont aussi utilisées aux Pays-Bas également, avec tous les bénéfices que ça comprend. Donc, l'utilisation des technologies dans un contexte de ratio rigide par étage de nuit, ben, je vois déjà qu'il peut y avoir des difficultés en fait. L'autre élément, c'est tout le manger-main. On établit aussi beaucoup souvent nos ratios par rapport à l'accompagnement qu'on doit offrir lors des repas. Parce que c'est évidemment, lorsque la personne a perdu l'autonomie, au Québec, comment on fonctionne, c'est que la personne elle s'alimente seule et lorsqu'elle n'est plus capable de s'alimenter, bien, on va l'alimenter, on va l'accompagner, on va l'aider. Mais en fait, il y a une étape entre les deux qui est le manger-main, qui permet aux gens, avec dignité et à leur rythme, de continuer à s'alimenter et avec des repas aussi nutritifs. Donc, mais là, ça n'a pas le même impact sur la charge de travail lors du dîner, évidemment, lorsque les personnes sont en mesure de s'alimenter également. Donc, comment on va tenir compte de ça dans les ratios? Je ne le sais pas. Mais c'est des variables qui viennent un peu brouiller les cartes. Moi, par exemple, je fais différents projets actuellement où est-ce que, justement, je travaille avec ce qu'on appelle une dotation orientée sur l'éveil. Ça fait plusieurs années que je mentionnais ça, mais là, je suis en train de l'implanter à 2 endroits. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'avoir le plus de monde possible entre 8h et 21h. Puis finalement, la nuit, on se fait soutenir par la technologie, ce qui permet qu'avec le même budget, on peut avoir un accompagnement qui est plus centré sur les résidents au moment où est-ce qu'ils sont éveillés. L'autre élément, c'est toute la dotation évolutive. Donc, il y a quelque chose qu'on mentionne depuis longtemps, c'est qu'il faut éviter les transitions. Mais au Québec, notre modèle est fait qu'il y a le domicile, il y a les RPA, il y a les ressources intermédiaires, il y a les CHSLD, et à chaque fois, on impose des transitions. Mais il y a peut-être pour certaines clientèles que c'est pas nécessaire de faire ça, et en s'inspirant des modèles, par exemple, justement, de village Alzheimer, ben, un modèle où est-ce que les gens sont dans la RPA, une résidence privée pour l'année, mais qui se consacre à la clientèle Alzheimer, bien, si on est capable de bien établir les besoins de cette personne-là, bien, ce qu'on pourrait faire, c'est éviter les transitions vers la RI, les CHSLD, mais se faire accompagner à ce moment-là par le soutien à domicile. Alors, au lieu que ce soit la personne aînée atteinte d'Alzheimer fragilisée qui se déplace, c'est plutôt le personnel qui se déplace pour donner des soins à domicile dans des RPA, par exemple. Donc, on appelle ça une dotation évolutive. Ensuite de ça, il y a les dotations verticales. En fait, ça, c'est dans un autre projet que je suis en train d'implanter ça. Bien, dans certains étages, on a une clientèle qui est lourde, qui est plus jeune et qui, évidemment, elle débute ses journées
le matin, puis elle veut sortir à l'extérieur, etc. Donc, c'est très important de répondre à leurs besoins. Fait qu'à ce moment-là, on ajoute davantage de personnel de préposés au lever le matin, parce que dans d'autres étages, par exemple, celles qui ont la maladie d'Alzheimer et SCPD, on les laisse se lever à leur rythme et à leurs besoins. Par contre, on sait que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer et des SCPD, ils ont le syndrome crépusculaire. On a l'agitation qui va doubler en soirée. Alors, le préposé ou les préposés qu'on désigne à la clientèle plus jeune le matin, bien à partir de 11 heures, ils s'en vont plutôt à l'étage des clientèles SCPD. Et là, bien, ils vont être là juste parce qu'on les met sur un chiffre de 12 heures. Ils vont être là jusqu'à environ 7 heures, 19 heures le soir, qui va permettre d'aider lors du repas du souper, mais également du syndrome crépusculaire. Donc, on appelle ça une dotation verticale, qui n'est pas seulement horizontale. Finalement, il y a la dotation dynamique, c'est-à-dire c'est que le gestionnaire va examiner un peu son CHSLD, puis il va dire, OK, bien là, au premier étage, c'est plus stable, mais au deuxième, j'ai 2 personnes en fin de vie avec des familles très présentes, j'ai eu une admission et j'ai un cas de trouble de comportement. Mais très clairement, il y a un déséquilibre entre le premier étage et le deuxième étage. Actuellement, c'est un peu statique, mais ce qu'on souhaiterait, c'est davantage que la personne du premier étage, par exemple, que c'est plus tranquille, aille soutenir la personne au deuxième étage. Donc, on appelle ça une dotation dynamique. Donc, voilà les projets sur lesquels je travaille en ce moment et qui viennent me dire qu'il est très important d'être prudent dans l'imposition de ratios qui nous empêcherait d'évoluer avec les données scientifiques, avec les nouveaux modèles de soins. Alors, c'est pour ça que ma conclusion, c'est de dire toujours préférable d'avoir des balises qui laissent de la place aux gestionnaires de prendre les meilleures décisions possibles qu'un cadre strict qui nous emprisonnerait dans un modèle des années 70 en tant que mode de fonctionnement, par exemple dans un CHSLD. Alors, merci beaucoup pour votre attention.